Ok. Alors, bonjour Olivier Bonjour Anthony. et bienvenue à tous pour cette première interview. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Olivier Philippot, le CTO de GreenSpector. Et Olivier, je suis très content de t'avoir aujourd'hui car la solution que vous proposez chez GreenSpector est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans l'air du temps et que je trouve hyper pertinente pour les entreprises qui veulent s'engager dans la sobriété numérique. Et nous, chez GoMind, en tant qu'entreprise engagée et spécialisée dans le développement web et mobile, Craft, on a plusieurs combats et il y en a un, c'est le code utile. Et pour nous, le Craft Matchy permet de répondre à ça car le but est de créer du code utile et fatalement réduire son empreinte carbone. Donc dans cette interview, Olivier, on va explorer ton point de vue sur ta vision de l'éco-conception et voir comment tes expériences peuvent nous aider à mieux comprendre les problématiques liées au Green IT. Alors sans plus attendre, Olivier, merci d'être ici et commençons cette interview. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le domaine du green coding aujourd'hui? Alors plusieurs choses. Ça fait environ une quinzaine d'années, hein. Moi, je viens de l'embarquer, donc je développais sur des petites cartes, sur des éléments où il y avait pas mal de contraintes. Donc j'avais cette formation. Pareil, une sensibilité au développement durable. Effectivement, il y a 15 ans, on en parlait un peu moins, mais on en parlait quand même. Et pareil, quand je suis arrivé dans le monde un peu de l'informatique classique, du développement web ou développement Java, de voir un peu une sorte de gabegie ou de, je sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'une course à l'armement, j'appelle ça la course à l'armement, c'est-à-dire que effectivement pas forcément de préoccupation sur la consommation de ressources, juste rajouter des fonctionnalités, rajouter des technos, donc un peu une différence par rapport à ce que moi j'avais en notion, donc ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire, et puis j'ai rencontré mes associés Thomas Corrézier et Thierry Lebouc, et on a créé GreenSpector il y a déjà plus de 10 ans. Ok, d'accord, intéressant, 10 ans déjà. Et Oui. aujourd'hui, comment tu définirais le green coding? Euh, alors ouais, déjà sur la terminologie, on va entendre plein de choses, le green coding, la sobriété numérique, le numérique responsable. Je pense que c'est plein de domaines qui ont pour but de euh, répondre aux besoins clients, déjà utilisateurs. On répond à un besoin, un service numérique doit être là pour répondre à quelque chose. Hein. On ne fait pas un service numérique juste comme ça pour numériser la vie. En fait, ça répond à un besoin et on répond à ce besoin au plus juste en adaptant la consommation de ressources, c'est-à-dire que on essaye de consommer le moins de ressources pour pas solliciter trop le matériel et faire que le matériel ne se renouvelle pas. Tout ça en gardant des performances, on va dire acceptables. On peut pas dire que on va doubler tous les temps pour aller plus lentement. Voilà, c'est ça. Et la clé, c'est vraiment ça, c'est prolonger le matériel parce que l'impact global, enfin principalement l'impact des technologies, c'est dans la fabrication. Donc toute solution qu'on va coder, on va essayer par plein de manières de faire que elle n'ait pas une pression sur le matériel. D'accord, très bien. Ok, ça marche. Et quels sont les avantages aujourd'hui de l'utilisation du green coding dans le développement logiciel? Euh, déjà réduire l'impact du numérique sur l'environnement, c'est déjà l'avantage, mais effectivement c'est pas forcément un avantage qui est vu comme ah oui je prends ça donc je vais l'appliquer. C'est toujours lié à des avantages qui sont business as usual. Bon, ça va réduire cet impact, mais on va normalement améliorer la perf parce qu'on a des logiciels qui sont plus light, qui vont plus vite, où on charge pas plein de choses, donc naturellement ça va aller vers la perf. Petite parenthèse, c'est pas parce qu'on a fait de la perf que on va faire des logiciels sobres. Ça va dans un sens mais pas dans l'autre. On pourra y revenir, mais c'est vraiment souvent ce qu'on voit, c'est il y a pas mal de gens qui disent ah oui c'est bon, je suis expert en perf, j'ai appliqué de la perf et donc je suis green. C'est pas si naturel, et puis on fait souvent des analogies à côté. Une Ferrari, elle est pas green. En fait, elle va très vite, mais elle est pas green.
Une Tesla, on pourrait peut-être un peu plus discuter sur le fait qu'elle est green, même s'il y a des discussions sur les batteries, mais c'est voilà. Autre avantage, c'est l'inclusion. Et là, on va faire le lien entre le numérique responsable, le green coding et l'accessibilité. C'est que on va avoir des UX qui sont plus fluides, plus simples. On va pouvoir tourner sur des devices, des smartphones qui sont d'ancienne génération, qui sont reconditionnés, qui n'ont pas la 5G, et donc tout ça fait que ça va apporter de l'inclusion. Et voilà, c'est plein d'avantages. On pourra en trouver d'autres parce que quand on croise tous ces avantages, ça va dans le même sens que la qualité logicielle du clean code, où on essaye de faire des choses qui sont propres. Donc on retrouve les mêmes avantages. Ok, d'accord. Et quels sont aujourd'hui tes défis auxquels tu es confronté en tant que professionnel du green coding? Plusieurs défis. Alors déjà, pendant 10 ans, on a été dans un défi de sensibiliser le marché. C'est-à-dire que on était très peu à en parler. Au début, les gens rigolaient. Voilà, c'était vu comme quelque chose d'anecdotique. Mais donc il y a eu beaucoup de sensibilisation. Il y a encore de la sensibilisation à faire. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est bon, on y va. Après, c'est parfois le manque d'investissement, c'est-à-dire que effectivement, c'est un nouveau domaine. Faut pas se voiler la face. Il y a un petit investissement. C'est quand je vais me former aux bonnes pratiques, quand je vais les rechercher, quand je vais mesurer, quand je vais devoir appliquer des sprints, où je vais devoir challenger un service tiers. Et ben ça va prendre du temps. Donc il faut que ça soit alloué, et souvent c'est pas alloué dans les sprints, dans les roadmaps, et il faut le faire. L'autre chose, c'est pas d'outils professionnels. C'est pour ça que nous, notre domaine, on est sur la mesure, sur des outils professionnels. Et ce qu'on voit, il y a beaucoup on va dire de bricolage, je le dis. C'est vrai que alors il y a beaucoup de bonne volonté, on va sur l'évaluation d'impact du numérique, donc on y va. Après, il y a des méthodes qui sont très critiquables, c'est-à-dire qu'on pourrait revenir sur plein de méthodes, mais juste mesurer l'impact du numérique en prenant le nombre de requêtes ou les éléments DOM, c'est pas fiable. Donc il faut travailler un peu plus sur comment on mesure l'impact du logiciel, comment on estime l'impact après, parce qu'il y a la mesure, l'estimation, et tout ça on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, et donc ça va un peu dans tous les sens, et ça se professionnalise pas forcément. Et il y a aussi le business as usual, c'est-à-dire qu'effectivement, si on veut vraiment faire de l'éco-conception du numérique responsable, il faut parfois un peu secouer les habitudes qu'on a. C'est-à-dire que quand l'équipe marketing demande un service tiers, quand l'équipe dev demande un autre service, quand l'équipe PO demande un service, quand le client, et qu'on rajoute plein de services tiers, c'est un exemple. Effectivement, on a plein de data. Sauf que ça a un impact gigantesque sur l'application, sur le site web. Et il faut revenir sur des pratiques en disant, oui, est-ce qu'on a besoin de tout ça? C'est facile de les intégrer, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire peut-être là répondre différemment aux besoins? Et donc là, on est ou repenser une page en disant, un site d'article. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces images, toutes ces vidéos, et revenir un peu sur des choses qui sont un peu les habitudes, et donc il y a on va dire, on peut faire de l'éco-conception en restant sur juste comme d'habitude, et par contre à un moment quand on va rentrer en maturité sur ça, va falloir aller sur des pratiques un peu plus extrêmes, on va dire extrêmes, oui, on pourrait dire extrêmes, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu fais justement pour mesurer l'impact environnemental d'un produit logiciel? Alors comment on mesure? On mesure. Pour mesurer, il faut déjà se mettre vraiment dans le cas utilisateur. Alors nous, on va mesurer côté utilisateur parce que c'est là qu'est le plus gros impact. C'est là aussi où il y a où c'est facile de stimuler un parcours. Donc ce qu'on va faire, c'est on va automatiser un parcours. On va dire tiens, l'utilisateur il lance l'application, il se connecte, il va avoir
il va voir les produits, il va se rajouter quelque chose dans son panier, il va faire l'achat, et donc tout ce processus, on va l'automatiser, on va le lancer sur des devices qui sont réels, et ça c'est important de mesurer sur des devices réels, parce que si on mesure ce qui se passe sur la solution, sur un serveur virtualisé, en fait on n'est pas du tout dans l'environnement de l'utilisateur. Donc là on va regarder réellement ce qui se passe sur le CPU, sur l'énergie, sur plein de métriques du téléphone, de la tablette, et là on va évaluer l'impact environnemental en prenant des modèles d'allocation, en disant quelle est la pression sur la fabrication, sur l'usage, et là on va avoir un impact réel. Et ça c'est important de mesurer ça, parce que sinon et de le mesurer précisément, parce que sinon on va préconiser des choses qui sont à côté de la plaque. Et moi je compare parfois à ce qu'on a, si on veut maigrir, ou en tout cas avoir un poids de forme, on va utiliser une balance. Si sa balance elle nous dit elle mesure la masse osseuse, puis on dit voilà, je vais travailler sur ça, ok, ou juste la masse graisseuse, ou une partie on va travailler sur une partie mais qui a peut-être pas un impact. Donc il va falloir faut faire extrêmement attention à ça. Et donc après là on va suivre des métriques, du CO2, d'autres métriques aussi, par exemple l'utilisation en eau, et on va challenger ça. C'est-à-dire que c'est une nouvelle métrique dans les équipes logicielles, c'est des nouvelles métriques qui sont à prendre en compte, mais qui sont intéressantes, parce que en même temps qui sont compréhensibles aussi. Même du CO2 on en parle beaucoup, la consommation d'eau, de visible, donc on se dit et là on commence à se dire on a un impact sur l'environnement, on agit. Voilà. D'accord, ok. Et comment justement les entreprises elles peuvent adopter des pratiques de développement logiciel plus écologiques, on va dire? Alors comment c'est déjà, comme je l'ai dit un peu, c'est en investissant du temps. Je pense que déjà qu'il y ait une démarche qui soit globale dans l'entreprise, parce que on l'a vu au fil des années, il y a plusieurs types de démarches. Ça vient des développeurs, un développeur qui est convaincu et qui veut y aller, ou un manager ou un PO qui est convaincu et qui veut y aller, et si derrière les équipes techniques ne suivent pas, ou inversement l'organisation ne suit pas, il y a pas de bonne démarche. Chacun va faire des petites actions de son côté, mais ça sera pas durable. Donc il faut vraiment que ça soit une stratégie d'entreprise, un peu comme on voit sur la sécurité. Quand on met de la cybersécurité, on dit c'est critique pour l'entreprise parce qu'on veut pas se faire attaquer, et donc on met en place des actions qui vont descendre vers les équipes. Là c'est pareil, on va se dire on va vouloir avoir un service numérique, un site web qui va être plus sobre, plus responsable, et toutes les actions vont être en fonction de ça. Donc c'est vrai, et on va allouer du temps, du budget sur ça. Sinon on est dans du greenwashing. C'est un peu ça. C'est si on se dit tiens, on va faire une formation au numérique responsable, et voilà, c'est bon, nos développeurs sont ok. C'est très bien, c'est un début, mais on n'a fait qu'une partie du chemin. Ok, d'accord. Et justement, comment les développeurs maintenant, aujourd'hui, peuvent intégrer des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans leur travail quotidien? Alors, il y a plein de façons de le faire. Moi, j'aime bien dire que c'est du bon sens, en fait. C'est-à-dire que quand on réfléchit un peu voilà, on se dit qu'on a ce paradigme en disant notre logiciel a un impact sur le matériel, c'est obligé. Et c'est ce qui se passe, c'est que un chargement d'un site sur un téléphone ou sur un PC va pas consommer la même énergie, la même consommation de ressources. Donc ça a un impact. Donc, et ça, il y a plein de choses qui sont créées par ça. Ça peut être effectivement les frameworks. J'ai choisi. Alors, je vais pas rentrer dans la guerre des langages. C'est pas le but de dire tel langage est plus efficient, mais quand on est sur un langage, il y a des pratiques de programmation qui font que ça consomme plus. Quand on va intégrer aussi des services tiers, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire que son logiciel, son corps, il est très optimisé,
mais on va intégrer plein de librairies. Et c'est un peu les pratiques actuellement. On est plutôt intégrateur de solutions où on va prendre plein de services, plein de frameworks, et on va assembler tout ça. Sauf que ces frameworks sont pas forcément, parce que même c'est des frameworks ou des librairies qui sont très répandues, que les développeurs passent du temps sur la sobriété sur ces équipes. C'est les mêmes développeurs que les équipes qui développent du logiciel chez tout le monde. Ils ont des problématiques de fonctionnalité à intégrer, de sécurité, de bugs à corriger. Donc l'éco-conception, ils l'intègrent pas. Donc nous, quand on va intégrer un service tiers, on va intégrer aussi potentiellement une dette environnementale. Donc ça va être je pense que de challenger tout ça, d'intégrer le moins de services tiers, le moins de framework et de peut-être faire des benchmarks. Ça va être de chaque choix technique ou d'architecture de les benchmarker ou de les réfléchir. C'est-à-dire que si j'intègre un exemple qui est facile mais qui est complexe à déployer au sein des équipes, si j'intègre un carrousel sur une page d'accueil, en fait on intègre le framework pour gérer le carrousel, on intègre l'animation du carrousel automatique, on intègre les images qui sont à côté, et ça va avoir un coût. Donc quand on a cette demande, et c'est là où la demande elle est pas uniquement que sur le développement, mais ça revient aussi au design, c'est ensemble de challenger est-ce qu'on doit intégrer ça parce que c'est un coût. Donc à chaque fois qu'on intègre un truc, c'est de se poser une question: quel va être le coût environnemental, quel va être le coût ressources. Et ça c'est vraiment important de penser ça. Mais il y a plein de choses, c'est de dire juste changer sur les applications Android et iOS quand on change Android par exemple, le framework, la version d'Android minimum, poursuivre les évolutions en disant mon application elle ne fonctionne que sur du Android 10. Qu'est-ce que je fais des autres utilisateurs en fait qui ont des Android qui sont plus anciens? Je leur demande de changer de téléphone. Ils ont juste à peut-être à mettre à jour leur OS, mais c'est peut-être pas possible. Et s'ils mettent à jour leur OS, peut-être leur téléphone devient obsolète. Donc on voit que des petites décisions en fait qui paraissent assez neutres et qui facilitent la vie peut-être des équipes de développement vont aussi peut-être impacter l'utilisateur. Donc on va dire pour résumer aussi, pour intégrer ça, il faut avoir ça en tête. Alors c'est encore une contrainte en plus pour le développeur parce qu'on lui a mis des contraintes de maintenance, de dette technique. Alors ça, il les intègre très bien. On intègre très bien quand on est dans son code tout ce qui est la dette, tout ce qui est la maintenance, parce qu'on vit avec le code et donc on voit le retour. Mais après, on a intégré des contraintes de sécurité, de performance, d'accessibilité, et là on rajoute des contraintes de sobriété. C'est effectivement des contraintes en plus, mais il faut prendre en compte. Donc ça, c'est une bonne chose peut-être pour certains parce que c'est des nouveaux challenges, c'est peut-être plus compliqué pour certains, mais en tout cas c'est des nouvelles choses à intégrer au jour le jour. C'est effectivement des contraintes qui sont nécessaires. Effectivement, tu as totalement raison, Olivier. Alors là, on a une petite question pour toi, Olivier, de Corentin Géchou. D'ailleurs, je te salue, Corentin. Sa question, c'est à propos des services tiers. Jusqu'où faites-vous vos mesures? Exemple, l'intégration d'une API qui intègre une API qui intègre une API. Alors ça, on va pas le mesurer. On va pas mesurer ce qui est tiers, mais par contre, si quand on fait des audits, par exemple, on mesure l'application et on regarde un peu les services tiers qui sont appelés. On fait des arbres d'appels et on se dit tiens là, il y a effectivement déjà de se dire de son application quelles sont les API et les services tiers qui sont utilisés. Parfois, les équipes ne savent pas, en fait. Et après, nous, on va mesurer aussi l'impact de ces services tiers estimés, sans aller les mesurer, mais on va les mesurer. Et après, effectivement, la complexité, c'est si ces services tiers sont utilisés par d'autres, et c'est aussi compliqué. C'est la limite de l'exercice, mais voilà, c'est déjà en limitant les services tiers, on limite cette problématique. Ok. Super, merci pour la réponse, Olivier. Et aujourd'hui, quel est ton avis sur l'utilisation du cloud pour le développement de logiciels? Alors, je préfère pas te donner d'avis. Non. Alors, pour les solutions, ça offre quand même quelque chose qui est intéressant, parce qu'on a dit
l'impact il est plutôt côté utilisateur que côté réseau et côté serveur. Donc c'est vrai ça parce que justement il y a une mutualisation assez forte côté des data centers et des solutions cloud sont mutualisées dans le sens où on a c'était pas le cas il y a 10-15 ans, mais c'est vrai que sur les serveurs maintenant il y a les data centers, il y a une efficience qui est très forte, qui fait que quand un calcul tourne sur un data center, ça tourne sur des serveurs qui sont assez efficients, où il y a des solutions de refroidissement comme le pre-cooling ou plein de techniques qui font que on a ça, on a des énergies renouvelables, ou en tout cas avec des mix plus faibles qui sont intégrés. Donc globalement, c'est très intéressant d'envoyer du calcul sur les serveurs. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, et donc ça veut dire qu'on peut commencer à dire toutes les solutions qu'on va faire, on va réfléchir à qu'il y ait plus de traitement côté serveur, et donc tout le retour aussi qu'on a là sur du server side rendering, c'est très bien. On était parti sur des technos qui étaient plutôt user side, voilà, du Angular, des choses comme ça où il y avait beaucoup de traitement côté utilisateur. Maintenant avec du React par exemple, avec des choses et du Next qui tournent côté serveur, c'est très bien. Voilà, après c'est pas miracle, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur des effets rebonds. Effectivement, si on se dit ok c'est bon, ça a pas d'impact côté serveur, bon on va mettre par exemple plein de CDN, on va mettre plein de serveurs, plein de traitements qui sont peut-être non nécessaires, et au final on va retomber sur des biais, mais globalement c'est plutôt une bonne architecture. D'accord, ok. Et justement, si on revient un peu plus à GreenSpector, comment tu travailles toi avec les autres membres de l'équipe pour intégrer des pratiques plus respectueuses? Si tu as des tips un peu à donner dans vos projets logiciels. Alors comment on travaille? Déjà, il y a il y a une sensibilisation, c'est qu'il y a des référentiels, il faut avoir des règles en tête. Et après, c'est de se dire à chaque conception, quand on commence la conception, qu'est-ce que ça va avoir comme impact si on fait ça. Effectivement, quel framework on va intégrer, est-ce que ça va être lourd, est-ce que c'est nécessaire. Donc ça, c'est intégré. Et après, on l'a eu par exemple sur le site, hein, on a un site WordPress. Alors on pourrait dire WordPress c'est pas forcément sobre, pourquoi vous êtes parti sur ça? Parce que justement c'est un besoin des équipes marketing d'avoir une solution qui est qui est la même que plein d'autres gens qui font les sites web, donc d'avoir du WordPress. Mais on a pris des choix en disant on intègre des templates qui sont optimisés, on limite le nombre de plugins. Quand on veut intégrer par exemple une carto, on veut juste dans le site corporate ou une vidéo par exemple. Si on veut intégrer une vidéo YouTube sur le site, c'est très simple avec WordPress. Il y a un plugin embedded et puis on prend Google comme ça. Sauf que on intègre tout le framework Google, 80 requêtes en plus. On intègre aussi des problématiques RGPD. Donc là, c'est de se dire on veut répondre à ce besoin, toujours le même, mais en consommant moins. Donc là, on va mettre un placeholder. Un placeholder, c'est juste vraiment une image. Donc ça veut dire que les gens qui vont aller sur l'article vont voir une image. S'ils veulent cliquer et voir la vidéo, ils cliquent dessus. Et là, soit on relance la vidéo sur le site, soit on les redirige vers YouTube. Mais on a le même rendu, mais pas avec la même consommation de ressources. Donc voilà, à chaque fois ça va être ça. C'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Ok, il y a besoin de ça. Donc comment on peut faire pour le faire différemment et pas juste se dire bah oui c'est fait en un clic, on intègre la truc. Donc après c'est une démarche un peu continue. On peut faire des erreurs, hein. On peut se dire on intègre des choses qui sont pas forcément top. L'idée c'est pas, de toute façon, l'idée dans la mesure c'est pas on va dire de montrer du doigt en disant vous êtes nul ou vous consommez trop. C'est de dire voilà, on se mesure et au fur et à mesure on s'améliore. Ah bah tiens là j'ai intégré un truc, je pensais que c'était
c'était sobre. Et ben non, là, quand je mesure le lendemain, je vois que ça a explosé ma consommation. Donc non, c'est pas une bonne pratique. Je reviens. Et à la limite, moi je crois beaucoup plus en ça, en cette mesure en continu et en une connaissance des équipes que de plein de référentiels. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des référentiels pour comprendre le concept. Après, il y a des langages qui sortent, il y a une complexité par rapport à chaque framework et on peut pas, je pense, avoir enfin, c'est totalement détecter tout par des référentiels. C'est assez complémentaire, mais il va falloir aussi que les équipes aient cet outil, un peu comme ce qu'on voit dans le bâtiment intelligent maintenant, où on a de la mesure énergétique et les utilisateurs ont la consommation du bâtiment ou la consommation de leur maison et savent dire ah oui tiens là j'ai consommé et ils commencent à dire ah ouais mais là c'est la chaudière donc ils voient sur les courbes et sur que c'est la chaudière et donc ils vont essayer de chercher des bonnes pratiques sur comment optimiser leur chaudière ou voilà et ça va être pareil sur le logiciel. Ok, d'accord, très bien. Bah en fait, tu me parles beaucoup de mesures, c'est très intéressant. Et comment justement vous mesurez justement les résultats de vos efforts pour réduire l'empreinte carbone? Est-ce que c'est des points réguliers? Est-ce que tu as des outils spécifiques? Qu'est-ce que vous utilisez vous? Alors nous, on essaye d'utiliser notre outil pour se mesurer. Après, il y a deux choses en fait pour mesurer notre impact. C'est vrai qu'on l'a fait dernièrement, c'est de dire qu'est-ce qu'on permet de gagner en fait, qu'est-ce qu'on fait gagner aux utilisateurs, à nos clients en fait. C'est-à-dire que effectivement, à chaque fois qu'on fait des missions, on essaye de se dire voilà, on a fait gagner tant. On a travaillé par exemple pour SNCF Connect. Pour la sortie, on a dit combien on estime qu'on a fait gagner. Donc et là c'est globalement la structure, qu'est-ce qu'elle va faire gagner en termes de CO2. Et après sur les projets, c'est de la mesure en continu et donc nous c'est le but de nos outils, hein, c'est de mesurer en continu, d'intégrer ça dans des usines logicielles qui sont classiques, GitLab, Jenkins, de mesurer chaque nuit des sites, des solutions et de dire voilà, là, on fait des revues, donc on fait pas forcément des revues tout le temps. C'est pas l'objectif de dire tous les matins on regarde est-ce qu'on a fait des efforts. C'est peut-être à certains moments qu'on a intégré des choses pour comparer avant-après. C'est peut-être on fait ça avec des clients à des releases mineures en fait en disant ça dépend de la maturité en fait des équipes. C'est-à-dire que si on n'est pas mature, effectivement, ça sert à rien de regarder la consommation et l'impact tous les commits. Mais par contre, chaque version majeure, c'est intéressant pour dire tiens comment on a évolué. Et après, quand on commence à intégrer les bonnes pratiques, quand on met tout ça en place, on va mettre ça dans les sprints. C'est vrai qu'on essaye de se caler au processus de développement. C'est-à-dire que effectivement, si le processus il est agile avec plutôt Scrum, on va se dire voilà, c'est à chaque fin de sprint on regarde, on fait une revue sur ça. D'accord. Ok. On a encore une petite question de Corentin qui te demande aujourd'hui, Olivier, comment tu comptes mettre une partie est-ce que vous comptez mettre, votre outil de mesure en open source ou freemium pour que les développeurs ou autres s'y intéressent plus? Alors oui, on est sur alors pas open source. Je reviendrai sur ça. Par contre, en accès SaaS, c'est vrai que pour l'instant, on avait un outil qui était très dédié aux grands groupes où on faisait du déploiement très large, sur des grosses structures avec de la formation. Dernièrement, on a fait un gros projet pour l'ANS, donc l'agence nationale en santé, qui a permis pour chaque éditeur de santé qui est sur mon espace santé d'utiliser l'outil. Donc on avait déjà on a des premiers retours qui font que certaines équipes sont assez autonomes. Et là on est sur un projet pour cet été de SaaS, donc un aspect SaaS avec des essais gratuits, après du paiement classique qui permettent de rendre l'outil plus accessible. Voilà, donc ça c'est une stratégie qu'on a, c'est d'ouvrir, de rendre l'outil plus dispo. Mais c'est vrai qu'en attendant, on s'est toujours posé la question open source ou pas. Pourquoi on n'a pas été sur l'open source? Ce modèle, on va dire fermé du code, nous permet aussi de faire. On fait de la R&D, donc cette R&D elle est coûteuse. Ça fait 10 ans qu'on fait de la R&D.
et donc il faut la financer. Et donc c'est vrai que le modèle open source c'est pas forcément tout le temps permet pas ce modèle économique, donc on n'a pas choisi de le faire. Par contre, on donne au bien commun différemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, on donne pas mal d'articles sur les blogs. C'est vrai que quand des instituts de recherche ou des étudiants ont besoin de faire la mesure, ben on leur ouvre l'outil. On a pas mal de démarches de sensibilisation. Donc on essaye de contribuer au bien commun différemment et pas uniquement en fournissant notre code. Voilà. Ok, d'accord. Et justement, Corentin a une seconde question. Votre outil intègre-t-il une démarche ACV, donc analyse du cycle de vie, pour mesurer l'impact? Alors l'ACV de ce qu'on mesure ou de oui. Alors oui, on a une méthode qui mesure l'impact du logiciel de bout en bout et en prenant plusieurs critères. Donc on n'est pas compatible ISO 14000, voilà, c'est la norme qui permet de faire les ACV, mais on y tend et donc on prend toutes les phases de cycle de vie et on travaille énormément avec pas mal de structures, par exemple Canal+, où on mesure l'impact de la vidéo et effectivement c'est proche d'une ACV. En fait, on fait une ACV simplifiée. Après, on est assez précis, même plus précis que des ACV sur la partie ICV, qui est l'inventaire du cycle de vie. Toute la partie où on va prendre des données pour expliquer un peu dans l'ACV. Quand on fait un ACV d'une solution, on va dire tiens, la solution X, combien elle consomme d'énergie sur le PC. Donc on va dire et généralement les hypothèses des ACV c'est ça consomme une visio, ça consomme 25 watts sur le PC. Peu importe voilà ce qu'on fait. Sauf que la réalité c'est pas ça. En fait une visio elle va consommer peut-être en telle définition 25, en telle définition 20, peut-être sur tel PC 30, peut-être en partage d'écran avec des choses à côté, ça va consommer 40. Et tout ça, nous, on permet de le mesurer très précisément et de rentrer ces données dans des ACV pour les rendre plus précises. Voilà. Donc quand je parlais d'une professionnalisation aussi de la mesure et de l'analyse d'impact, c'est vrai que les ACV sont assez précises et en même temps elles sont pas totalement précises. Donc il y a une complexité de la mesure, mais voilà, on y travaille effectivement. D'accord, ok. Et moi, j'ai une prochaine question pour toi, Olivier. Comment est-ce que tu assures que les solutions que vous développez soient pérennes à la fois pour GreenSpector et pour vos clients? Alors c'est compliqué. C'est compliqué la pérennité. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que on essaye. Quand on choisit une techno en disant est-ce qu'elle est viable, est-ce qu'on va pouvoir la maintenir? Est-ce qu'on part pas sur quelque chose d'un peu exotique? Après, quand on prend une techno, on n'est pas sûr qu'elle va être maintenue en fait. C'est pas, il y a aucune information. Alors après, il y a les LTE quand on prend des OS comme Linux qui permettent de dire voilà, il sera maintenu. Mais sur les frameworks, c'est compliqué. Donc on s'appuie sur et c'est pas parce que c'est open source. On voit que il y a des communautés qui s'arrêtent, il y a des choses qui sont non maintenues. Quand on dit on prend un framework issu d'un GAFAM, voilà, on voit bien que ça peut vite disparaître, encore plus vite que de l'open source plus classique. Donc c'est compliqué. Donc il faut doser entre suivre les technos, prendre des technos, des services tiers et pouvoir que ça soit modulable. Je pense que ça revient aussi à de l'architecture, à dire qu'on a des architectures qui sont assez modulables avec des architectures par exemple hexagonales où on va dire le métier est au cœur et après au fur et à mesure on va avoir des choses qui sont qui sont dépendantes de bases de données. Donc voilà, voilà, j'ai pas de solution. Nous, on essaye, comme toutes les équipes, à ce que on ait des technos qui soient pérennes, mais c'est, en fait, l'industrie numérique, n'est pas sur ça. Effectivement, on a des solutions qui sont pérennes, hein. On a du COBOL qui existe toujours, on a du Java, mais c'est vrai que,
on a plein d'autres choses aussi qui vont pas au même rythme et faut suivre ça. D'accord. Ok. Et comment justement les développeurs peuvent se tenir informés des dernières tendances en matière de green coding? Lisez le blog GreenSpector. Un petit moment de pub. Non, mais oui, effectivement, nous on essaye de suivre ça. Il y a des référentiels. Il y a un outil qui est poussé par l'université de Pau qui est EcoCode, où il y a des bonnes pratiques Android. Il y a des mocks l'INRIA, de l'INR qui permettent de se sensibiliser. Après, je dirais déjà, si de rester dans son comment dire, de pas essayer de papillonner sur plein de nouvelles technos. C'est vrai que c'est intéressant, surtout, alors quand on est junior, maintenant je suis un vieux développeur, donc j'ai la fatigue des nouvelles technos, on va dire. Mais quand on veut aller voir plein de nouvelles pratiques, donc c'est bien que l'industrie pousse des nouvelles pratiques, des nouveaux outils. Après, c'est vrai que quand on commence à être sur une techno et que on se dit on a un temps d'acquisition de cette techno, un temps de professionnalisation, et une fois quand je suis sur ce temps de professionnalisation, normalement je dois encore plus me rendre expert. C'est-à-dire que si je suis parti sur du React, il faut que je suive la techno, il faut que je commence à ouvrir le capot pour me dire mais tiens, comment est-ce que cette bonne pratique elle est mieux que celle-là, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quand je rajoute Next, qu'est-ce que je peux changer dans mes pratiques pour faire évoluer ça, est-ce que je peux pas contribuer à ces langages s'ils sont ouverts pour rajouter de l'éco-conception, et on voit qu'on est plutôt sur effectivement rester plus longtemps sur ces technos, parce que sinon ce qui se passe c'est que dans la courbe de maturité on est monté, c'est bon, on se sent expert d'une techno et on se sent peut-être un peu on a fait tout le tour, et donc on se dit bah il est temps d'aller voir une autre techno. Sauf que on va avoir ces courbes là et on n'a pas le temps, et je parle de l'intégration de la sobriété, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a tous les autres domaines, il y a l'accessibilité numérique, comment je vais l'intégrer, l'accessibilité dans ces frameworks, la sécurité. Donc on va dire tous les domaines qui sont transverses, on rentre pas assez dedans. Et donc je dirais, plutôt que d'aller chercher des bonnes pratiques, je dirais déjà de rester dans sa techno et de se dire tiens, comment j'ai vu des bonnes pratiques sur des langages, certains langages, des trucs génériques, et dans mon contexte, tiens, est-ce que je pourrais pas contribuer? C'est ce qui s'est passé sur le challenge EcoCode, là où il y a plein de développeurs qui se sont retrouvés et qui ont fourni des bonnes pratiques. Donc c'est très bien. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent les langages et qui savent ouvrir le capot et regarder. D'accord. Et justement, aujourd'hui, comment les entreprises peuvent-elles vraiment encourager leurs employés à adopter des pratiques de développement logiciel plus écologiques? Donner du temps, comme je redis, c'est vrai que investir, que ça soit que ça soit structurel, que tout le monde que tout le monde soit conscient de ça, et un budget. Tout le monde est conscient, enfin tout le monde est intéressé dans les structures. Quand on va voir les structures, effectivement, il y aura toujours des gens qui disent non, moi je suis pas convaincu, j'y crois pas, ou j'ai pas envie. Mais globalement, il y a une grosse partie des équipes qui sont intéressées. Donc maintenant, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que faut pas rester sur des choses qui sont de surface, parce que si on commence pas à passer à l'action, on va se décourager. On va dire ok, c'était encore du greenwashing, c'était encore voilà, on a trié nos poubelles et puis c'est bon, on va pas plus loin. On a remplacé les pailles en plastique et puis voilà. Donc il faut aller plus loin. Il faut vraiment aller plus loin, et je pense que c'est donner ce temps-là, voilà, dans les structures. D'accord. Et toi aujourd'hui, en tant qu'acteur du green coding, comment tu envisages son avenir? Je ne sais pas, dans le sens, j'aimerais que ça se professionnalise. Voilà, c'est ce qui me fait. Ce qui me dérange plus en tant que scientifique aussi, et même
c'est qu'il y ait beaucoup de choses qui aillent dans tous les sens. Donc on pourrait se dire oui, ça va dans tous les sens, donc c'est très bien. Mais à un moment, quand on veut traiter, par exemple, du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, on va arrêter de dire, on va mesurer la température extérieure dans son jardin et dire ah oui, il y a du réchauffement ou il y a pas du réchauffement. C'est voilà, il y a des méthodologies de mesure sérieuses, il faut les appliquer. Donc il faut vraiment voilà, on peut plus continuer à mesurer l'impact du web en mesurant les éléments DOM et les requêtes web. C'est qu'une partie et on a plein de pratiques qui sont ultra consommatrices et qui sont pas dans ces radars là. Donc il faut professionnaliser ça. Donc il faut continuer à ça parce que sinon on va être on est sur du buzzword, sur du greenwashing et à un moment déjà les gens vont se rendre compte qu'on raconte n'importe quoi quand il va falloir donner des méthodologies claires, et donner des preuves et des choses et donc ça peut créer un bad buzz. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une professionnalisation et on va retomber aussi un peu comme l'accessibilité où ça devient c'est-à-dire que l'accessibilité, on a beaucoup parlé et maintenant les gens ont du mal à intégrer l'accessibilité. Il y a globalement les solutions sont peu accessibles. Donc il faut. Je pense qu'il y a un travail global pour travailler sur ces solutions transverses. Enfin, c'est des domaines transverses d'accessibilité, de numérique responsable. Je dirais, il faut que le domaine, on en parle moins, mais qu'on en fasse plus. Ok, d'accord. Ok. C'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler, d'être là, voilà. Mais c'est vrai que il faut. J'ai pas de solution miracle, mais c'est un peu ça. Effectivement, on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut passer à l'action justement pour adopter ces bonnes pratiques. Et justement, en parlant de passer à l'action, toi aujourd'hui, c'est quoi ta vision sur le gouvernement pour qu'il puisse encourager les entreprises à adopter des pratiques de développement plus écologiques? Alors, ouais, il y a des lois qui arrivent, hein. Il y a des lois qui sont passées, il y a des lois qui vont continuer d'arriver. On a des choses comme l'affichage environnemental par exemple pour les opérateurs. Maintenant sur votre facture, je sais pas si vous avez vu, vous avez le nombre de data utilisées et l'impact équivalent. Dans ces pratiques de législation, on peut avoir des biais. C'est-à-dire que il y a du bon, c'est-à-dire que ça pousse les acteurs à se dire tiens, il y a des contraintes donc j'y vais. Ça amène des nouveaux acteurs. Nous, on est content d'avoir des concurrents. Ça permet de challenger. Ça veut pas dire, voilà. Donc c'est très bien. Après, ces solutions législatives, elles sont pas forcément idéales. On le voit sur la RGPD avec la gestion des cookies. Ça devient horrible. Les sites, ça va à l'encontre on va dire de ce qu'on veut. Il y a des bandeaux partout. C'est mal géré. Effectivement, il y aurait eu peut-être d'autres solutions. Donc, nous, on a toujours dit, faut pas attendre de labels, on va dire de législation, parce que ça répondra à des besoins, mais ça couvrira pas tout l'impact du numérique. Donc, ça double tranchant. Ok, d'accord, je comprends. Et du coup, aujourd'hui, on va parler plus des consommateurs, parce qu'on est tous des consommateurs d'applications aujourd'hui. Et comment les consommateurs peuvent-ils encourager les entreprises à adopter des pratiques de développement logiciel plus écologiques? C'est un vaste sujet. En fait, on pourrait dire que c'est nécessaire d'avoir un Yuka des applications et des sites web. Il y a tellement d'outils de mesure que tout le monde est Yuka maintenant des solutions web, mais c'est peut-être de faire attention à ça. Alors c'est difficile pour l'utilisateur de savoir est-ce que la solution est sobre, mais déjà de poser les questions. Qu'est-ce que vous faites en fait? C'est vrai que d'aller se renseigner, parce que c'est vrai que maintenant les consommateurs vont se renseigner sur les labels qui sont utilisés, les pratiques. Et alors c'est très compliqué parce qu'on est sur un domaine technique très poussé. Donc en tant que consommateur, j'ai pas de solution en fait. C'est-à-dire que effectivement, c'est de poser des questions,
déjà quand il y a une solution qui pousse à changer de version d'Android, de dire bah non et de le remonter ça sur la note de l'application, sur les commentaires, sur dire bah non, là je peux plus utiliser l'application et de le remonter plus parce que c'est vraiment sinon il y a du crate kitting, c'est-à-dire que les utilisateurs vont partir effectivement vers d'autres concurrents, donc mais ça sera pas remonté. Pourquoi je pars? Est-ce que je pars parce que l'application je peux pas l'utiliser? Bah c'est important de le remonter. Et, après voilà, et on le voit, il y a beaucoup de discussions là sur les utilisateurs et qui biaisent aussi le débat actuellement. On a été beaucoup sensibilisé sur l'impact des mails, sur la vidéo, et effectivement c'est quand on regarde les mails, c'est pas gigantesque en fait, c'est pas effectivement l'action que je vais avoir à supprimer, ça va être plus impactant parfois que le mail. Donc c'est compliqué en fait. On voit que les messages vont dans tous les sens et amènent pas forcément les bonnes actions côté utilisateur. Donc je dirais c'est un peu pareil. C'est quand je parle de professionnalisation, c'est si le domaine du numérique se professionnalise et a des messages qui est cohérent sur l'impact, effectivement, bah, les utilisateurs vont les entendre et vont appliquer les bonnes choses. Ok. On a une petite question encore de Corentin sa question c'est boycott, blame and shame. Est-ce qu'on doit boycotter les applications c'est un vaste sujet aussi. On en a même en interne, nous au sein de Inspector, parce qu'on travaille sur plein de groupes, plein de gros groupes, et naturellement, on peut se dire, on ne veut pas travailler avec certaines structures parce que on peut toujours trouver personnellement des choses qui ont un impact. Après, de dire voilà. C'est ça, d'être dans le système ou pas dans le système, c'est toute une discussion, mais de dire voilà, bah non, pas forcément de boycotter, mais de dire je continue d'utiliser, mais je suis utilisateur et je pousse à améliorer cette solution. En fait, nous c'est ce qu'on fait. Dans tous les cas, on dit bah on vous donne, vous avez la mesure, vous pouvez vous améliorer. Donc même si vous n'êtes pas idéal en termes d'impact et que à côté vous avez d'autres impacts, au moins vous travaillez sur ça. C'est-à-dire que si faut bien, en fait, on est sur une problématique où il faut vraiment améliorer. Et après, effectivement, là oui où on peut boycotter, c'est s'il y a des solutions équivalentes. C'est vrai que entre deux solutions de streaming, entre deux solutions de e-commerce, s'il y a l'équivalent, bah peut-être de prendre la plus sobre. Et on peut même choisir soi-même ses critères, hein, sans avoir de Yuka des applications ou autre. La taille de l'application, ce qui est demandé en termes de services tiers, d'autorisation. Donc ça, on peut toujours commencer à avoir ses propres critères et pour dire bah non, j'utilise pas. Et ce qui est important, c'est de le remonter. Et comme je disais, c'est de le remonter. Je vais pas vous utiliser parce que justement, bah il y a ça. Et parce que sinon, en fait, on arrive en face des product owners ou des équipes en disant mais on n'a pas cette demande. En fait, les utilisateurs ils veulent pas l'environnement sur l'application, ils le demandent pas. Donc il faut remonter ces demandes. Ok, d'accord. Merci pour cette réponse. On a une autre question, Olivier, de la part de Rabat, qui a deux questions. Je vais te poser la première, c'est l'éco-conception se limite-t-elle aux bonnes pratiques de codage ou bien touche-t-elle vraiment tous les aspects de l'entreprise? Je m'explique. Par exemple, des open space éclairés en permanence alors qu'il fait jour et qu'il suffirait d'ouvrir les rideaux, des collaborateurs qui utilisent 3 écrans alors que 2 suffiraient. Alors, c'est... Là, on va parler des scopes, en fait, le scope 3, ou même, quand on mesure le produit, effectivement. Nous, on se focalise au produit, mais effectivement, autour, il y a des choses, c'est comment on développe le produit. Et là, il y a tout un travail aussi d'optimisation. Alors, c'est pareil, il faut faire des bilans carbone, il faut faire des évaluations pour savoir où travailler. On en a pas parlé, mais ça sert à rien de travailler sur des domaines qui n'ont pas d'impact. C'est-à-dire que là, tout ce que j'ai dit, si je suis un développeur j'ai développé une application qui est utilisée par 1000 utilisateurs, alors
appliquer la sobriété, c'est bien, mais par contre, ça va être peut-être de la surqualité parce que globalement, l'impact sur l'environnement, il va être assez faible. Par contre, si j'ai 1 million d'utilisateurs tous les jours, là, l'impact, il va être fort. Et c'est pareil en termes de développement. Si là, je reviens sur ce cas-là où j'ai plein d'utilisateurs et que j'ai une équipe de 80 personnes, 80 personnes même, voilà, ça va avoir un impact, mais potentiellement, on l'a fait, par exemple, pour France TV, on avait fait le calcul pour une nouvelle solution. Effectivement, la première année de la solution, de lancement de la solution, l'impact de l'équipe était plus fort que le produit. Mais après, dès qu'il y avait plein d'utilisateurs, c'était le produit qui était plus fort. Donc, il faut savoir où mener ses efforts. Et après, effectivement, c'est toujours important de réduire son impact. Donc, les bureaux. Mais là, il y a d'autres domaines. C'est le Green IT où c'est les politiques plutôt de la structure d'application du Green IT. Ou même sur la chaîne outillée, c'est est-ce que j'ai besoin de lancer de l'intégration continue tous les jours, si la nuit, voilà, est-ce que je peux pas couper mes serveurs le week-end parce que ça dépend de la criticité des équipes, mais on va réfléchir à tout ça. Effectivement, 2 écrans, alors oui, peut-être 2 écrans, c'est nécessaire en termes de productivité, mais c'est plutôt revenir. Est-ce que l'écran qu'on a acheté, il a un label IPIT, voilà, qui est un label d'éco-conception, enfin de Green IT. Est-ce que on n'a pas changé cet écran, on pourrait l'acheter en reconditionné. Donc il y a plein de pratiques effectivement qu'il faut se poser, qui sont, je dirais pas dans la sobriété numérique en tant que telle, en tout cas sur l'éco-conception, mais qui sont sur du Green IT. D'accord. Mais qu'il faut traiter. Ok. Et sa deuxième question, du coup, c'est les entreprises ne devraient-elles pas mettre en place des récompenses pour les collaborateurs qui font attention à ces problématiques environnementales? Oui, c'est une très bonne remarque, et c'est quand on déploie la sobriété au sein de certaines équipes, c'est des pratiques qui sont même utilisées. On travaille avec le Crédit Agricole pour l'application Ma Banque où il y a des squads, donc chaque squad travaille sur une fonctionnalité. Et ils ont la capacité de se mesurer, d'avoir un éco-score qui leur dit là je suis bon ou je suis pas bon. Et donc cet éco-score il est public, c'est-à-dire que alors au début c'était pas public, mais c'est de dire chaque équipe dit voilà moi j'ai eu 60 sur 100. Moi j'ai eu et il y a un challenging et et là on n'est pas dans du blame ou du shame, enfin c'est plutôt dire c'est plutôt une stimulation en disant j'ai envie de faire mieux et qu'est-ce que je vais faire pour aller mieux, pour aller encore mieux. Et quand je revenais à du business, je parlais du business as usual, ça stimule des choses, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où on comprend pas pourquoi on peut pas aller plus loin. Nous, on est assez strict sur les notations parce que justement, on pense qu'on peut aller assez loin dans le challenging. Et là, ce qui se passe dans les équipes, c'est qu'elles sont en train de challenger des services tiers, des gros services tiers, des gros éditeurs en disant, là, nous, on a fait le travail pour arriver à ça. Et on est bloqué, on peut pas aller plus loin parce que on intègre votre SDK et votre SDK, il a une surconsommation de ressources. Donc, qu'est-ce que vous faites? Et là, la balle, elle est plus dans les équipes de développement, mais elle est ailleurs. Et pour revenir à ce système de récompense ou en tout cas de valorisation, c'est ça qui a permis de lancer ces actions. D'accord, ok. Et moi, j'aurais une dernière question. Après, je laisserai aux autres aux participants de poser des questions s'ils ont envie. Pourquoi GreenSpector? Pourquoi GreenSpector? Moi, je sais même plus, ça fait trop longtemps. Green parce que effectivement, on a toujours été sur l'aspect environnemental, sachant que il y a d'autres aspects, il y a l'aspect social, même si on le traite pas en faisant des mesures sur des devices différents pour éviter qu'il y ait des exclusions. On traite, il y a ces aspects-là. On a été sur le green et sur l'aspect environnemental et Spector parce que effectivement au début on inspectait le code, on inspectait les bonnes pratiques, on on avait plein de bonnes pratiques. On les a toujours mais on les détecte pas. Et donc c'est vraiment ça, on a un outil de mesure d'inspection. Voilà. Ok. Si vous avez besoin de mesurer votre impact environnemental, n'hésitez pas à contacter Olivier dans ce cas. Est-ce que d'autres personnes ont des questions peut-être? Ok, bon je vois pas forcément de questions.
Écoutez, merci à tous d'avoir été présents pour cette interview, pour notre prochaine interview avec un nouveau guest, et cette fois ce sera sur l'éco-conception côté mobile. Merci à tous d'avoir été là et merci pour cette première interview.